Alors, donc, je vais vous présenter le projet très brièvement, hein, qui commence. Projet qui s'appelle FAMACOR. FAMACOR, c'est pour facteurs majeurs contrôlant les conceptions du risque en Guadeloupe. Alors, c'est en train de passer en plein écran. Là. Ça rame un petit peu avec l'ensemble. J'imagine qu'après, ça va aller mieux, j'espère. On croise les doigts. Voilà. Ça va bien. Toc. Et donc, si je fais ça, voilà. Donc, vous reconnaissez la soufrière de Guadeloupe, là, sans doute. Donc, on va s'intéresser dans ce projet aux conceptions liées au risque d'un point de vue assez large. Ce qu'on entend par risque dans ce cadre, c'est les risques naturels, dont un certain nombre sont présents et bien présents aux Antilles françaises. Alors, les volcans, bien sûr, les risques associés aux volcans, éruptions, mais déstabilisation de flancs qui peuvent provoquer des glissements de terrain. Les tremblements de terre, bien entendu. Vous avez là la deuxième photographie, c'est une destruction à Port-au-Prince il y a 10 ans. La troisième photo, là, c'est la forêt de la Basse-Terre, du moins ce qu'il en reste après le passage du cyclone Maria, complètement dévastée. Puis là, vous reconnaissez peut-être l'entrée du campus de Fouillol, totalement inondé. Donc, voilà quelques-uns des risques naturels auxquels sont soumis nos territoires. On pourrait rajouter, bien sûr, tout ce qui est lié au réchauffement climatique, le risque de tsunami, etc. Alors, tout d'abord, un risque, qu'est-ce que c'est? C'est la combinaison d'un aléa, donc la possibilité ou la probabilité d'occurrence d'un événement, typiquement une éruption volcanique, combiné à la vulnérabilité de la population et la résilience de la société. La vulnérabilité dépendant, par exemple, de facteurs, par exemple, la qualité du bâti, les infrastructures sensibles, etc. La résilience dépendant de la qualité de la préparation de la population et de sa capacité à se remettre d'une crise particulière. Bien entendu, les aléas, pour l'essentiel, en particulier pour ceux qui concernent la terre interne, solide, hein, donc les séismes, les volcans, les tsunamis, on ne peut pas intervenir dessus, on peut juste essayer de les anticiper, savoir à quoi s'attendre et dans quel laps de temps. Donc, ce n'est pas en intervenant là qu'on pourra réduire le risque, on peut juste mieux le connaître. En revanche, on peut agir sur la vulnérabilité et sur la résilience, parce que là, ce sont des paramètres qui concernent la société et la population. Donc, si on veut diminuer le risque, et en intervenant en particulier sur la capacité de la population à surmonter une crise, il faut savoir d'où on part. Donc ça soulève un certain nombre de questions. Quel est le niveau d'information de la population? Quelle est sa préparation? Est-ce que les risques sont bien identifiés? Lesquels? Est-ce que les risques majeurs sont bien perçus, sont compris, sont acceptés en tant que tels? Est-ce que les risques transitoires, tels par exemple un séisme, un cyclone qui passe, sont perçus de la même manière que les risques évolutifs? Je pense en particulier à tout ce qui est à l'érosion côtière, à ce qui est tous les risques qui sont liés à la modification du climat actuel. Quelle est la transmission culturelle étant donné que c'est un élément fondamental de l'établissement d'une culture du risque suite à un événement, alors les cyclones récents ou plus anciens, comme Hugo, qui avait fait beaucoup de dommages en Guadeloupe, les crises volcaniques qui sont à des taux de récurrence encore plus faibles, les années 70, les années 50 et les gros événements il y a plus de 500 ans, les séismes, le dernier important en Guadeloupe datant de la fin du 19e siècle. Donc comment se transmet la mémoire de ces événements et est-ce qu'on peut relier ça à un temps de récurrence ou bien est-ce que pas du tout, c'est fonction simplement de la communication et de choses actuelles? Et puis bien sûr, donc très pragmatiquement, quel est le niveau de préparation au sein des différentes classes d'âge, des différentes catégories socio-économiques et aussi chez les personnes clés de la préparation de la société aux risques naturels. On pense notamment aux personnels qui sont en charge de la mise en place des politiques de réduction des risques dans les mairies. Alors, si ça tourne.
Vous m'entendez? Parce que là, je vois que On l'écran est t'entend bloqué. très bien. D'accord. Alors, c'est juste la diapo suivante qui ne passe pas. Voilà. Alors, vous avez peut-être déjà eu dans vos mails ou vu pendant les nombreux confinements, les nombreuses semaines de confinement qu'on a eu, ce dessin avec voyez, une ville. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est sur une petite île. Et puis, il y a quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre, oh, lave-toi bien les mains et tout ira bien. C'est un geste simple pour se préparer à un péril imminent qui est identifié et qui est là représenté par une vague qui pourrait être une vague de tsunami qui représente le Covid-19. Et cette vague vient masquer un péril plus important, mais un petit peu moins imminent, qui symbolise la récession économique que l'on peut supposer à venir, et encore derrière, le changement climatique. Donc l'idée, c'est ça. La perception des risques influence grandement sur notre préparation. Est-ce qu'on est bien prêt à, bien adapté aux risques majeurs qui ont des temps de récurrence plus longs? Et vous voyez que l'auteur Graham McKay, qui avait fait ce dessin de presse, lui-même a été un peu pris à son propre jeu, parce que des internautes ont rajouté l'effondrement de la biodiversité par derrière, qui est un péril encore bien plus important qui menace l'humanité, puisque ça menace l'ensemble des écosystèmes planétaires dont nous faisons partie. Alors, où est-ce qu'on va? Ben, le but de ce programme, c'est il y a un but appliqué, au-delà de l'aspect fondamental, qui est de savoir quoi faire pour mieux cibler les actions de communication et de sensibilisation, notamment au risque. On va commencer par faire une étude des perceptions, des représentations, des risques naturels. On va pour ça s'intéresser non seulement aux, aux, aux conceptions des gens qui vont être interrogés, mais aussi à la manière dont ils appréhendent leur environnement, bref, à qui ils sont, c'est-à-dire quelles sont les interactions qu'ils entretiennent avec un certain nombre d'items qui les entourent, par exemple, bien sûr, les gens avec qui ils sont en interaction, pour les scolaires, leurs enseignants, leurs parents, leurs grands-parents, peut-être leurs camarades de classe. Euh, quel rapport est-ce qu'ils ont aux médias? Quel type de médias est-ce qu'ils consultent? Combien de temps? Quelle confiance ils leur accordent? Sont-ils croyants? Ont-ils des croyances fortes? Et est-ce qu'elles influencent leur appréhension de ce type de phénomène ou pas? Est-ce que la langue influe sur le vecteur, les différents vecteurs de communication avec ces éléments, et comment est-ce que cela peut influencer non seulement les conceptions, mais leur acquisition? Il s'agira là d'identifier les verrous les plus importants pour pouvoir intervenir et pour pouvoir cibler au mieux des actions d'éducation, de formation en fonction du public adressé. Ça devrait nous amener à définir des profils types d'individus avec des interactions plus ou moins robustes avec les différents items de l'environnement, les médias, les croyances personnelles, l'environnement physique, c'est-à-dire extérieur, hein, etc. Évidemment, si on s'intéresse aux gens, la première chose qu'on constate, c'est qu'ils sont multiples, tous différents, et donc on s'attend à une diversité très importante de profils, et ce qu'on espère, c'est voilà, arriver à les regrouper, à essayer de faire ressortir des éléments de comparaison, des choses, des tendances dans des catégories socio-professionnelles, dans des classes d'âge, dans des zones géographiques. C'est peut-être différent dans la zone pointoise, ou en hors grande terre, ou dans les zones de double insularité à la Désirade, par exemple, de sorte à pouvoir cibler au mieux les futures actions de communication menées par les partenaires du projet. D'un point de vue opérationnel, donc on va faire passer des questionnaires aux élèves de primaire, aux élèves de secondaire, et on veut aussi toucher leurs ascendants pour pouvoir travailler sur la transmission culturelle, intergénérationnelle et bref, la mémoire des événements. Donc on espère les parents, les grands-parents au minimum. On va s'intéresser aussi aux personnels de mairie en charge de la gestion des risques. L'Association des maires de Guadeloupe est un des partenaires du programme plus général.
Ce programme plus général, c'est Paré pas paré, et il est coordonné par la PIRAC. La PIRAC, c'est la plateforme d'intervention régionale Amérique-Caraïbes de la Croix-Rouge française. Et la PIRAC a un budget conséquent pour amener vraiment de grosses actions avec des actions pratiques pédagogiques, avec de la formation, avec la réalisation de très nombreuses ressources pédagogiques. Et ils sont forts d'une expérience, d'un recul d'une dizaine d'années qu'ils ont dans l'océan Indien, où Paré pas paré a produit des résultats déjà depuis longtemps à La Réunion et plus récemment à Mayotte. Donc, nous, on intervient dans ce projet en tant que collaborateur uniquement sur les aspects recherche fondamentale, et on est financé par la Fondation de la Croix-Rouge française, qui, elle, est à la maison mère à Montrouge. C'est une convention sur 2020-2021 qui sera renouvelée. Vous avez là le petit logo qui sera sans doute celui choisi par Paré pas paré pour représenter le programme. Il me reste à vous présenter l'équipe de recherche telle qu'elle est constituée actuellement. C'est un programme qui commence juste, hein. On a signé la convention le mois dernier. Donc, moi-même, vous savez, je suis chercheur associé au CREF, je suis chercheur en géosciences, dans une unité de géosciences de l'Université des Antilles avec le CNRS et l'Université de Montpellier. Alexandra Renoir, qui est à l'Université de Bretagne occidentale, qui a un profil un peu similaire entre didactique et sismologie. Béatrice Janot-Fourcault, Antoine Delcroix et Thomas Forestier, que je ne présente pas puisque ce sont d'éminents membres du CREF. Élise Beck, qui est géographe à l'Université de Grenoble-Alpes et qui s'intéresse notamment aux risques naturels et à la préparation des risques naturels dans les populations. Elle a l'habitude de travailler au Liban, dans les Alpes et en Argentine, et elle a accepté de nous rejoindre sur ce nouveau chantier. Et puis, bien sûr, il y aura des étudiants, à commencer par un Master 2 qu'on espère embaucher très, très vite. Il me reste juste à remercier Lamprini qui a parlé juste un petit peu avant, parce que c'est elle qui nous a transmis l'appel à projet, comme quoi c'est toujours utile de faire circuler l'information. Donc, merci beaucoup aussi à notre Lamprini national et même international. Voilà, je vous remercie.